Le style empire avait-il besoin de Napoléon pour exister? Qui est l'inventeur de ce moment de l'histoire du goût qui ne s'appela jamais style Napoléon, alors que par une injustice de l'histoire, le style Napoléon III, jadis vilipendé, éclectique et éclatant, rivalise dans cette longue galerie qu'est la grammaire des styles avec le style Louis XV. Est-il sorti tout armé de la tête de Dominique Vivant-Denon, ministre des Arts sans en avoir le titre, que Pierre Rosenberg appela l'œil de Napoléon lors d'une mémorable exposition au Louvre en 1999? L'inventeur de génie est-il Jacques-Louis David, premier peintre de l'empereur, dont le style ne doit rien à l'Empire, puisque le peintre des Sabines est né en 1748 et que son manifeste, le Serment des Horaces, date du règne de Louis XVI. Est-ce le maître de celui-ci, Joseph-Marie Vien, mais sa Marchande d'amour, tableau pompéien conservé à Fontainebleau, est un des premiers miracles du retour à l'antique, et c'est un tableau de 1763. Il fut accroché à Louvciennes au temps de Madame du Barry. Joseph-Marie Vien, le comte Vien, seul peintre qui, au pays d'Ingres, de Delacroix et de Monet, a l'honneur de reposer au Panthéon. Est-ce pour avoir inventé le style empire? Il suffit de l'apercevoir dans le tableau du Sacre, vieille tête à perruque, pour comprendre que non. La gloire de l'Empire est-elle alors une création de cette cohorte de jeunes gens, Gros, Girodet, Gérard, Guérin, auxquels, pour avoir 5G, il convient d'ajouter Géricault, bonapartiste peut-être, mais futur mousquetaire du roi sous Louis XVIII, comme le rappelle Aragon dans son roman La Semaine Sainte? Faut-il plutôt attribuer aux architectes le mérite de l'invention de ce style qui étendit son empire des petites cuillères de Biennet à l'Arc de Triomphe du Carrousel, ornées par Cartelier, Corbet ou Ramet, de la Casa del Labrador d'Aranjuez à Rosersberg et Rosendals, les châteaux en Suède de Bernadotte? Les artistes qui donnèrent le ton à l'Europe étaient-ils Percier et Fontaine, suivis du cortège de leurs innombrables épigones qui transformèrent les raffinements de leurs inventions en ennuyeux palais de justice bâtis sur toute la planète? Tous les noms que je viens de citer, ou presque, sont ceux de membres de la classe des beaux-arts de l'Institut. Il faut les imaginer ici, dans ce palais que domine cette statue, fièrement signée en 1810 Roland, membre de l'Institut et de la Légion d'honneur, où l'empereur distribue les lauriers et les croix accumulés sur une stèle où Athéna reste pensive. Cette coupole, creusée du style empire où siégèrent ensemble le vieil Houdon et Guyon le Tiers, métis, né à Sainte-Anne en Guadeloupe, fils d'une esclave affranchie, peintre virtuose, élève de David, ami d'Ingres, directeur de la Villa Médicis en 1807, un des premiers hommes de couleur à être élu à l'Institut en 1818. Avec eux tous, les membres étrangers se nommaient alors Canova, ou Benjamin West, Sergel ou Paisiello. Le génie de la France s'ouvrait aux lumières du monde. Bonaparte se sentait des leurs, lui qui était devenu membre de l'Institut dans la classe des sciences physiques et mathématiques, grâce à une édition dont l'historien Lenôtre, dans le plus drôle des chapitres de ses Croquis de l'épopée, a prétendu qu'elle était fausse, ce qu'Étienne Gis, peut-être, a depuis vérifié. Si le jeune Bonaparte était mort d'un boulet tiré au siège de Toulon ou d'une boule de neige à Brienne, comme l'élève d'Argellos de Cocteau, l'histoire des arts aurait-elle été changée? David aurait probablement peint le triomphe du général de Lafayette, calme sur un cheval fougueux, entrant dans Londres, un style Louis XVII, qu'imaginera bien plus tard un Emilio Terry au temps de la Café Society, aurait imposé ses frontons, ses colonnes doriques sans base et ses victoires de bronze à l'Europe non plus conquise mais séduite et aux États-Unis d'Amérique, alliés naturels de la France. Napoléon, organisateur de mystères qui le dépassent, est-il pour quelque chose dans l'art de son règne? Oui, car il visait juste, et il ne s'agit pas ici de bête et lourde propagande. Il imaginait son histoire et déjà sa légende. Bonaparte est un artilleur, comme Laclos. Il pointe, il organise, il bastionne. Son vrai rôle dans les arts est là.
il orchestre les liaisons dangereuses de David et de Denon, joue les uns contre les autres, manque de renvoyer à Canova la plus étonnante de ses sculptures et refuse l'esquisse d'un portrait officiel à David. Il sait, dans l'atelier de celui-ci, à quel moment il faut faire donner la garde et achever pour 1814 le grand Léonidas aux Thermopyles, vision d'une troupe spartiate qui meurt plutôt que de se rendre. Il les manœuvre tous, avec génie. Ils sont ses grognards et ses voltigeurs, les Nestors de l'Académie et les Marie-Louise des ateliers. Bon, son premier peintre se croit devenu aussi puissant que l'était Charles Lebrun ou François Boucher, qui portèrent ce titre, mais habilement, il oblige David à céder l'autorité sur les manufactures, Sèvres, les Gobelins, Beauvais, la monnaie et même la calcographie, à Denon, son rival. C'est ce dernier qui répartit les sujets, définit les programmes, s'attirant la haine du jeune Ingres. Denon se sert d'une amitié née sur le bateau qui croisait vers Alexandrie et rendue plus solide encore au retour d'Égypte, encore un nom de style. Le musée Napoléon, cette œuvre dont Denon fut l'auteur, le plus grand que le monde ait connu, au Louvre, encyclopédique et populaire, a été l'école centrale où Géricault apprit l'art de toutes les écoles, copiant Rubens, Titien ou Raphaël pour inventer son style, comme le jeune Proust écrivant ses pastiches. Ce Louvre, ouvert et généreux, n'a rien de commun avec les rapines et les pillages d'œuvres d'art des barbares du XXe siècle, auxquels certains ont voulu récemment encore l'assimiler. Bonaparte manipule ces maréchaux des arts avec talent. Percier et Fontaine veulent des fenêtres dans la grande galerie du Louvre, Denon des cimaises pour les tableaux, il arbitre. Joséphine compte, elle est la première à saisir le génie d'Antoine Jean Gros, qui se fait passer pour peintre d'histoire alors qu'il fait l'histoire, à coups de tableau. Il transforme la journée d'Arcole, où le général pataugeat dans la boue, en triomphe d'un jeune homme romantique, les cheveux longs dans le vent. Il fait du drame des pestiférés de Jaffa une toile monumentale qui, en 1804, prépare le sacre de ce nouveau souverain thaumaturge. La commande et peut-être l'idée viennent de Joséphine. Avec eux tous, l'empereur joue les stratèges. Une fois, il choisit lui-même un sujet, la révolte du Caire, pour Girodet. Nul n'osa contester, mais c'est à peu près comme si le général Franco avait demandé à un artiste d'immortaliser Guernica. Le tableau peut montrer, à toutes les couleurs, de ce qui ne s'appelle pas encore l'orientalisme, l'élan de ce que certains critiques déjà, à propos de la Sappho de Gros, ont appelé romantisme. Les tableautins troubadours du salon de musique de Malmaison, comme les personnages de cristal inspirés par les brumes gaéliques des poèmes d'Ossian qui sont accrochés un peu plus loin, à Malmaison, n'appartiennent en rien à ce que certains appelaient naguère le néoclassicisme. Il s'agit d'une antiquité rêvée, anti-archéologique, dont les racines se perdent au temps d'Homère et les prolongements mythiques vont jusqu'au Moyen-Âge et à la Renaissance. La force du style empire, c'est d'être déjà romantique et de cacher ce paradoxe sous d'imperturbables colonnades. Si, comme l'a écrit Francis Ponge dans Pour un Malherbe, le classicisme est la corde la plus tendue du baroque, car Ponge croyait que le baroque existait, le romantisme est une corde de la harpe classique, un son inattendu de ce bel instrument qu'est le style empire. La musique du temps de l'empire demeure aujourd'hui une Atlantide. Que de partitions englouties, jamais jouées, disparues, un peu comme le continent Louis XIVien était terra incognita avant que William Christie ne commence à faire réentendre Lully et Charpentier. De Méhul, William Christie n'a enregistré, je crois, que Stratonis. Il nous reste à découvrir un jour Mélidor et Frosine, le pont de Lodi, les deux aveugles de Tolède, le prince troubadour, la journée aux aventures. L'Empire a été caricaturé, parce que dès la fin du siècle, on ne l'entendait plus. Ces mélodies s'étaient éteintes. Une scène est célèbre. La princesse de Guermantes parle au général de Froberville de ces gens qui ont un nom de pont, les Iénas. Proust saisit le renversement du goût qui s'opère en son temps, le moment où l'Empire
commencent à être regardés. Pensez que tous leurs meubles sont empires. Mes princesses, naturellement, c'est parce que c'est le mobilier de leurs grands-parents. Ça n'est pas moins laid pour ça. Je ne connais rien de plus pompier, de plus bourgeois que cet horrible style, avec ces commodes qui ont des têtes de cygne comme des baignoires. Mais je crois même qu'ils ont de belles choses. Ils doivent avoir la fameuse table de mosaïque sur laquelle a été signé le traité de... Ah, mais qu'ils aient de belles choses intéressantes du point de vue de l'histoire, je ne vous dis pas, mais ça ne peut pas être beau, puisque c'est horrible. Ce qui reste de l'Empire, c'est au fond sa dimension universelle qui va du robinet de la baignoire au génie de la victoire, du pont des Arts en fonte du temps du consulat à la fontaine du Palmier, place du Châtelet, centre d'un nouvel urbanisme. Napoléon a compris que l'art pouvait être moderne s'il englobait toute la vie, les modes, les meubles, les usages, les paysages sur les murs et les vases de Sèvres sur les commodes. Ce que Paul Marmottan fut en France le premier à démontrer. Il transforma sa maison en musée, dédié à cet empire qu'il avait tant aimé, et créa pour sa bibliothèque un décor idéal, écrin des plus beaux livres de ce temps, serrant dans les hauts rayonnages d'acajou dessinés pour le maréchal Lannes, le précieux recueil des fleurs de Malmaison. L'Empire est un jardin, avec ses fabriques, ses temples, ses monuments et ses serres chaudes, un art total, inspiré par Napoléon lui-même, dont, malgré lui et malgré elle, la triste demeure de Sainte-Hélène, avec ses papiers peints et son athénienne venue des Tuileries, disent tout sur le ton de l'élégie et de la romance. La valse, que Goethe citait dans Werther, roman que Bonaparte cachait dans sa cantine aux Pyramides et avait lu 7 fois, donne aux danses d'alors des mouvements plus tendres, aussi vite que la lithographie remplit d'images inédites et populaires les appartements à la mode. Un nouveau regard, une nouvelle manière de mêler les corps, de penser les mouvements de l'âme apparaissent. L'Empire, c'est un autre monde qui s'ouvre, l'espace vierge dans lequel galopent les rêves de beauté et de grandeur des soldats de Napoléon.